Vous avez sûrement déjà entendu parler de Un jour dans la vie de Billy Lynn pour sa performance technologique qui a été assez médiatisée. C'est le premier long métrage sorti qui a été tourné en 120 images par seconde, en 4K et en 3D. Le 120 images par seconde, c'est ce qu'on appelle le HFR, le High Frame Rate. High Frame Rate. Et c'est quelque chose qu'avait déjà fait le Hobbit, la trilogie du Hobbit de Peter Jackson avant. En fait, traditionnellement, les films sont tournés en 24 images par seconde. Et le high frame rate donc permet de tourner avec beaucoup plus d'images par seconde, ce qui donne un côté beaucoup plus fluide, qui a pas mal été critiqué par certaines personnes comme donnant un côté un peu plus documentaire, un peu plus télévisuel. Après ça, c'est encore un autre débat, je vais pas entrer dedans parce que je vais pas faire une vidéo qui va durer 4 heures et c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais bref, ce film a été tourné pour ce format-là. Et le truc, c'est que comme très peu de salles, voire pas de salles du tout en France, sont équipées pour le projeter dans ce format, en fait, il a été exposé en 2D et en 24 images par seconde. Ça fait, bien entendu, chier de ne pas pouvoir le découvrir dans le format pour lequel il a été pensé à la base. Mais le truc, c'est que j'ai tendance à penser qu'un bon film est un bon film, qu'on le voit dans une copie super 8 dégueulasse ou en méga haute résolution, IMAX, blablabla. Et Billy Lynn est un bon film, même en 2D, 24 images par seconde. Donc voilà. En fait, le fait de ne pas le voir dans le format original, ça m'a gêné en fait sur certains passages très isolés dans le film. Quand il y a certains mouvements de caméra, notamment en Irak au début du film, ça crée un flou de mouvement assez désagréable à l'œil. Et si j'ai bien compris en tout cas, avec le HFR, le High Frame Rate, que je vais chaque fois prononcer ainsi, ce flou de mouvement disparaît, c'est beaucoup plus agréable à l'œil. Donc c'est les seuls moments du film où ça m'a véritablement gêné. L'histoire, très rapidement, c'est adapté d'un livre sorti en 2012, et ça raconte l'histoire de Billy Lynn. Is not my lover. Tu te marres, garnement. Billy Lynn, donc, qui est un soldat américain qui s'engage en 2004 pour donc aller combattre en Irak. Et en fait, il va être amené à voler au secours d'un de ses fellow soldats. En fait, c'est le sergent Brim dans le film qui est blessé. Billy Lynn vole à son secours sur l'intensité du moment. Et en fait, c'est capturé en vidéo. Et les images vont faire le tour des États-Unis. Et Billy Lynn va être c'est chiant, Billy Lynn, va être érigé en héros et avec sa section, il va être rapatrié aux États-Unis temporairement pour être ensuite renvoyé en Irak, mais rapatrié pour faire des conférences de presse, faire des apparitions en fait, pour en gros être célébrés pour leur héroïsme. Donc le film part de ce postulat. Et en fait, Billy ne se conçoit pas du tout comme un héros pour diverses raisons. Donc en fait, le film va alterner entre cette journée où sa section et lui-même vont être amenés à apparaître en fait à la mi-temps d'un match de football américain où les Destiny's Child jouent. Et ça va alterner entre cette journée au présent et des flashbacks sur ce qui s'est passé en Irak. Donc ça va raconter l'histoire d'une déconnexion où tout le monde lui renvoie une image de ce qu'il est censé être, le héros qu'il est censé être. Et cette connexion, cette vérité dans les rapports qu'il cherche avec les gens, Billy ne va jamais la trouver, ou quasiment jamais. Quasiment. Bon alors vous l'aurez compris, la thématique principale du film, c'est l'obscénité en fait du système et des médias qui récupèrent l'héroïsme ou le supposé héroïsme de Billy pour le mettre en récit en fait et servir l'idéologie du système. C'est un film où la déshumanisation, elle est autant au bercail qu'au front en Irak. Et en fait, à travers tout ce rapport aux images, au fantasme d'un certain héroïsme, en fait, le fantasme qui devient plus important que la réalité lui-même, et en fait, la réalité perd de sa substance. Et c'est pour ça que Billy est autant déconnecté des choses. Ce côté, le système qui prend des individus et qui en fait des phénomènes jetables, ça n'a rien de nouveau, bien sûr. Sur le plan médiatique, il y avait le Truman Show, avec ce dernier plan complètement incroyable, avec les deux mecs qui regardent la télé, et après tout ce qui s'est passé, ils se regardent et ils font « Bon, il y a quoi sur les autres chaînes ?» qui renvoie à côté obscène et complètement désuet de tout ça. Bon, le Truman Show, il y en a plein d'autres. Sur le côté plus vétéran et retour de la guerre, il y a Rambo, le premier Rambo, Voyage au bout de l'enfer. Donc, c'est bien sûr pas nouveau dans la thématique, mais dans la manière de marier ces deux thématiques, le versant vétéran, guerre, ainsi de suite, et le versant médiatique, je l'ai vu moins de fois traité. Et surtout, la manière ensuite dont le film va le traiter, c'est là vraiment qu'il se distingue. Il est dissipé. D'ailleurs, je sais pas si les bandes annonces sont juste malhonnêtes ou d'une ironie absolument géniale. Parce qu'elles montrent en fait ce que le film est censé critiquer. Elles montrent en fait cet héroïsme de manière très premier degré. Donc, je sais pas du tout. J'espère que c'était de l'ironie. J'espère. Est-ce que je reste utopiste? Dis-moi.
Ouais, mais dis-moi si je reste... Alors dit comme ça, bien sûr, le film a l'air très sombre, et il est très sombre, mais il est aussi drôle. C'est un film avec plein de tonalités différentes qui s'entrechoquent. Drôle, souvent de manière triste et cynique, mais quand même assez drôle et assez divertissant dans le côté what the fuck. Donc c'est un film vraiment qui a plein de facettes. Alors beaucoup de choses ont déjà été dites. beaucoup de choses ont déjà été dites sur les thématiques dont je viens de parler. Il y a beaucoup d'encre qui a coulé sur le film à ce niveau. Mais j'avais envie de revenir en fait sur un aspect qui a assez peu été traité dans les articles que j'ai pu lire ou dans les vidéos que j'ai pu voir ou interviews que j'ai pu voir à ce propos. C'est la mise en scène du film. J'ai trouvé super intéressante parce qu'elle est vraiment pas rentre dedans. Elle est assez subtile vraiment dans la manière d'amener toutes ces thématiques et de faire ressentir en fait le décalage que ressent Billy. Il y a un seul moment qui pourrait être un peu plus gros sabot, et c'est quand dans la dernière partie du film, ce qui s'est passé en fait au front et la mi-temps en fait du match de football américain avec Destiny's Child, il y a un montage croisé parallèle entre les deux trucs qui peut paraître au début, qui pourrait être utilisé de manière balourde et simpliste. Et là, c'est simple effectivement comme ressort, mais ça fonctionne pour montrer le fait qu'il n'y a plus vraiment de frontières entre les deux expériences et l'obscénité, la violence du truc, et ben elle est sur des deux côtés. Il y a plein de jeux vraiment ludiques sur l'image dans le film. Ang Lee adore ce genre de trucs. Déjà dans Life of Pi, son précédent, il y avait des trucs assez intéressants avec la 3D. Ça arrive, les trucs intéressants avec la 3D. Notamment quand il y avait cette volée de poissons semi-volants qui traversaient l'image, et il y avait un poisson qui sautait par-dessus en fait, le format, la bande cinémascope. Il y avait un jeu vraiment super, assez surprenant à ce niveau-là. Et là encore, dans Billy Lynn, il se fait vraiment plaisir sur les déformations d'image, soit pour montrer les effets du stress post-traumatique de Billy, quand il est vraiment agressé par son environnement, quand il est dans le stade, il voit des gens hurler d'un seul coup, il y a cet effet de déformation vraiment qui prend aux tripes, ou pour montrer tout simplement l'errance de l'esprit de Billy, comme il se sent de plus en plus déconnecté. Il y a cette manière en fait de se détacher de son environnement, par exemple dans la conférence de presse où d'un seul coup tout son environnement devient en noir et blanc, il est le seul en couleur, parce qu'il se prend à imaginer les autres soldats répondent les conneries les plus démentielles aux questions qui leur sont posées. Ça fourmille de petites idées vraiment intéressantes comme ça. Mais là où Ang Lee se démarque encore plus, c'est sur le travail qu'il fait sur le regard. Le regard, vous avez compris. Et en fait, comme Billy se sent de plus en plus déconnecté et qu'il cherche le contact, il cherche un impossible contact avec les gens qui l'entourent et le système qui l'entoure, en fait, cette sensation de contact qu'on peut avoir tous de manière très, très viscérale quand on parle à quelqu'un par exemple, c'est le contact visuel, quoi, quand deux regards se croisent. Et ce jeu sur le regard, il sous-tend tout le film, mais à différents degrés. Déjà, il y a beaucoup de plans en vue subjectif, où, comme si on était à la place de Billy et que son interlocuteur nous regardait directement dans les yeux, vraiment des regards objectifs. Mais même dans les chants contre chants un petit peu plus classiques, c'est pas comme si les acteurs regardaient vraiment bien à côté de la caméra pour se parler l'un l'autre. Souvent, vraiment, ils regardent très à côté de la caméra, ce qui donne en fait, c'est pas un regard objectif, mais presque. Ça sous-tend vraiment cette idée de rapprochement, vraiment, on est toujours presque dans le regard caméra. Et ça crée cette sensation de proximité. Et c'est là que le film fonctionne de manière assez subtile, c'est qu'on pourrait imaginer dans un fonctionnement classique que les gens qui sont mal intentionnés auraient plutôt tendance à fuir le regard, parce que et les gens bien intentionnés qui veulent du bien à Billy, qui sont une présence positive dans l'histoire, juste le regard dans les yeux. Il y a cette notion de contact et de franchise qui va avec. Quand on regarde quelqu'un dans les yeux, il y a cette notion de sincérité. Sauf que pas du tout dans le film. C'est un traitement qui est appliqué à plein de personnages différents. Depuis le personnage de Sergent Brim, joué par Vin Diesel, qui lui est la présence la plus positive, la plus solaire dans le film. Et c'est lui qui meurt au début, c'est dommage. Mais aussi, par exemple, le personnage de Steve Martin, qui est le requin du système par excellence, le personnage de Chris Tucker, qui est cet agent qui est censé aider la section des soldats, mais qui en fait a les deux pieds un petit peu dans le système, et on sait pas trop jusqu'à quel point en fait il est prêt à baisser son froc pour ne pas les aider, suivant ce qui va se passer. Donc en fait, le film entre du personnage le plus noir au plus lumineux, en passant par les personnages dont on sait pas trop à quoi s'en tenir, comme celui de Chris Tucker, et il met tout sur un pied d'égalité. Il y a ces plans très particuliers où vraiment, c'est très gros plans, et c'est là aussi où j'ai un peu regretté de ne pas voir le film dans son format original, c'est que sur ces très gros plans, on a presque la sensation de voir le visage des acteurs sortir de l'écran pour regarder directement, vraiment comme ça. Et ça donne cette sensation de mise en proximité vraiment bien, vraiment très présente, mais ça brouille aussi les cartes, parce que tout le monde est mis sur un même pied d'égalité, et le fait que, par exemple, Steve Martin et Chris Tucker regardent vraiment dans les yeux, ce qui pourrait traduire cette sensation vraiment de sincérité, alors que ça n'en est pas du tout, paradoxalement, ça renforce tout le cynisme de leur discours et tout le cynisme de leur comportement. Même les plus perfides utilisent les codes de communication pour mieux tromper.
Donc c'est un film qui est... Tout n'est pas noir ou blanc, mais tout est très gris foncé en tout cas. Extrêmement foncé, c'est pas tout à fait noir mais presque. Ce qui est bien vu aussi, c'est que le film, en fait, Billy a affaire vraiment à toute cette machine médiatique cynique, tout le système, mais même les personnages qui dans une histoire plus classique, entre guillemets, pour être vraiment des personnages rédempteurs, eh ben le film sème le doute sur eux. Comme l'indique la présence de mes mains en hauteur. Le personnage de la cheerleader, Faison, c'est un bon exemple de ça, parce qu'ils vont avoir une rencontre assez fulgurante, Billy va vraiment s'investir émotionnellement dedans, et en fait, quand il parle pour la première fois en coulisses, il y a un truc super intéressant qui se passe, c'est parce qu'on a affaire à un chant contre chant assez classique, qui est d'un côté comme ça, avec des 180, on reste du même côté des deux personnages, et au moment, en fait, où elle va commencer à parler de sa foi, de la religion, de la nécessité de prier et tout ça, on change d'axe, en fait. On passe de l'autre côté des deux personnages, on n'est plus de ce côté-là, on est de ce côté-là. Et ça enfreint une règle de base du cinéma, mais ça l'enfreint de manière super bien pensée, parce que ça crée tout de suite un inconfort. En fait, là, on joue plus avec le regard directement des personnages, mais on joue avec le regard du spectateur. Et juste en nous faisant changer d'axe, ça crée déjà un inconfort, une incompréhension, et ça rend en fait, ça crée un moment charnière dans la discussion, où ils vont plus être dans un rapport innocent, vraiment d'individu à individu, assez vrai, comme Billy le ressentait. Mais d'un seul coup, on passe dans une dimension idéologique où Faison essaie de le récupérer idéologiquement à travers sa foi. Ici, bien entendu, le principe, c'est pas la foi et la spiritualité elle-même, mais le film met plutôt mal à l'aise par rapport aux foi, où cette foi est utilisée de manière un petit peu plus manipulatrice. Même si Faison en a pas forcément conscience, ça crée un inconfort. Et même leur dernière rencontre, ça laisse un goût assez amer. Là où vraiment, quand Billy et sa section vont repartir au front, il pourrait y avoir une promesse de se revoir, et c'est ce qu'il y a, apparemment. Mais dans leur discussion, il y a un moment de gêne qui n'est pas du tout appuyé par le film, mais c'est au moment où il évoque l'idée qu'il pourrait rester pour elle. Et à ce moment-là, au lieu qu'elle ait cette réaction de « Ah, génial !» il y a une gêne, parce que d'un seul coup, il sort de son piédestal, de son image de héros, de sa mise en récit de héros, et il devient un personnage du quotidien, un personnage réel. Et là, d'un seul coup, ça l'intéresse plus. Et vraiment, le film a l'intelligence de pas trop appuyer ce moment, mais suffisamment pour laisser vraiment ce petit goût amer sans qu'on le comprenne forcément sur le moment. C'est ça, en fait, le tour de force de Ang Lee avec ce film, c'est qu'avec des petits trucs de mise en scène, des petits trucs d'écriture comme ça, il va semer le doute partout et en faire, en fait, un monde qui est ultra complexe. Beaucoup plus en tout cas que le côté il y a les méchants des médias et les méchants de la politique contre le gentil everyday man, n'est-ce pas? On pourrait pousser le truc encore plus loin si on veut pinailler, même sur des personnages qui sont a priori les personnages les plus solaires et les plus chaleureux pour Billy, ceux qui veulent vraiment son bien. C'est le personnage de la sœur, interprété par Kristen Stewart, et le sergent Brim, interprété par Vin Diesel. Mais est-ce que ces personnages veulent son bien de manière complètement désintéressée, ou est-ce que, même sans le savoir, ils sont les marionnettes d'une idéologie? Par exemple, la sœur veut bien sûr que son frère ne reparte pas au front parce qu'elle tient à son frère, mais elle est aussi antimilitariste à la base, comme on le voit dans le repas de famille un peu plus tôt dans le film. Et le sergent Brim, il y a toute une idéologie derrière qui relève de la spiritualité, du karma, un truc assez présent dans son discours. Donc le film en fait pose une question assez intéressante, c'est est-ce qu'il y a un acte complètement désintéressé? Ça existe. Ce qui n'enlève rien, bien sûr, aux bonnes intentions de la sœur et du sergent Brim. Notamment cette scène absolument géniale. Dans un film où vraiment il y a cette recherche de contact permanent, le sergent Brim, justement, il incarne cette recherche du contact, où ils vont aller, en fait, se battre. Et il y a cette scène absolument à la fois grotesque et super touchante, où Vin Diesel va prendre les mecs un à un et faire « Je t'aime. Je t'aime. Toi aussi, je t'aime. » Et les points, ça dure vraiment longtemps. Ça va revenir un peu plus tard dans le film, par effet ricochet. Mais voilà, c'est aussi pour ça que le film est à la fois très sombre, mais aussi drôle dans son décalage. On pourrait dire aussi qu'il a une vraie connexion avec le sergent Dime, mais il y a la différence de grade entre eux qui fait qu'il y a une compréhension, il y a une entente, mais en même temps, il y aura toujours cette distance qui fait qu'il n'y aura jamais un contact total humain au sens où Billy le recherche. Et Billy, d'ailleurs, le fait qu'il ne se soit pas engagé par idéologie, mais qu'il se soit engagé en fait pour payer les frais médicaux de sa sœur, ça en fait probablement un des seuls personnages, ou un des personnages les plus désintéressés du film. Donc ça rend en fait sa recherche de contact avec les autres encore plus poignante. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais envie surtout de vous parler de ce film, c'est parce que je vous ai souvent parlé de manière de marier les différents tons.
ce film le fait déjà très très bien. Et surtout, sans vraiment encore une fois sortir des gros sabots de mise en scène, il arrive par un simple jeu sur les regards et tout ce qu'ils vont signifier de différent, à retranscrire toute la complexité de cet univers et toute la complexité surtout de toute cette thématique en fait qui est encore aujourd'hui bien entendu vraiment d'actualité. Donc si vous n'avez pas déjà vu, vraiment je vous conseille de mettre la main dessus, même si je crois qu'il n'est plus programmé et qu'il s'est tapé bien entendu à four au box-office. Quelle surprise. Donc voilà, c'était pour vous dire ça. Je vous dis à très bientôt. Ciao. On joue encore la semaine du premier.